Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari. Nous débutons ce journal par ce fait divers d'homicide volontaire dans cette édition avec un enfant trouvé au quartier Bukoki. Un corps sans vie que les riverains ont découvert comme vous pouvez le constater sur ces images. C'est ce lundi 19 septembre 2016 que les élèves du cycle moyen du secondaire, c'est-à-dire les lycées, ont repris le chemin de l'école au titre de l'année scolaire 2016-2017. À Niamey, le lancement officiel de cette rentrée a connu des perturbations avec son boycott tôt ce matin par la section lycée et collège de l'USN. Le reportage est de Michel Deji et Aboubakar Souley. C'est la désolation pour les responsables administratifs des enseignements secondaires de la région de Niamey qui sont venus attendre le gouverneur de la région et le DRES pour le coup d'envoi de cette rentrée. La rentrée d'aujourd'hui, ce n'est pas quand même une rentrée scolaire, c'est une rentrée purement politique. On ne peut pas comprendre. Ils ont quand même eu à nous faire beaucoup de promesses, dont de mettre fin aux classes en période ici dans la région de Niamey. Ils ont commencé les travaux, mais par après, ils ont cessé. On ne peut pas comprendre pourquoi. Maintenant, ils veulent nous faire comprendre que non. C'est parce qu'il n'y a pas d'argent qu'ils ont arrêté ces travaux. Et présentement ici, dans la région de Niamey encore, il y a des établissements dont actuellement, il y a de l'eau stagnante dans l'enceinte de l'établissement. Donc même les élèves ont quand même des difficultés à pénétrer dans leur propre établissement. Et ils veulent nous faire quand même venir nous programmer en disant que aujourd'hui c'est la rentrée. On ne peut pas accepter. Pour cela, on a lancé un mot de 72 heures de suspension des cours. Il faut le jeudi, si peut-être encore un. Je n'ai pas dit sûr, peut-être le jeudi. Une rentrée qui s'annonce donc sous de mauvais auspices et c'est la stupéfaction pour les acteurs. Malheureusement, vous avez fait le constat et le gouvernement a mis tous les moyens pour que l'école reprenne. Et comme vous avez fait le constat, ils sont venus siffler. Et à l'heure actuelle, en toute logique, c'est la jeunesse. Et la jeunesse doit rester sur les bancs pour étudier, pour être quelque chose dans l'avenir. Mais s'ils ont un tel comportement, je ne pense pas que... En tout cas, c'est inquiétant. Vraiment, c'est dommage, mais c'était prévisible. C'est prévisible parce que les conditions de sérénité n'avaient pas été créées en amont. Parce que vous voyez ce que l'administration fait généralement, elle prend beaucoup d'engagements au cours de l'année. Elle ne respecte pas ses engagements et pendant les vacances, elle ne fait rien pour mettre en œuvre les engagements. Or, que ce soit les élèves ou les enseignants, c'est à la rentrée que nous mettons à contribution et pour rappeler les engagements pris par l'administration. Si jusqu'au lundi prochain, 3 octobre 2016, jour retenu pour la rentrée des collégiens, le gouvernement ne s'appesantit pas sur les revendications des enseignants du secondaire, ces derniers menacent eux aussi d'engager des mouvements de grève, voire un blocage systématique des cours. Des mouvements en perspective qui risquent de compromettre le bon démarrage de cette année scolaire 2016-2017 et qui nécessitent une recherche de solutions idoines. Voyons à présent l'effectivité de cette rentrée scolaire au niveau des autres établissements publics et privés de la région de Niamey. Reportage Nafissa Hassan et Halidou Bourema. Avec la mise en exécution du mot d'ordre de 112 heures de suspension des cours, la tâche a été difficile pour les chefs d'établissement de la plupart des établissements publics de la place. Mais aussi pour ce premier jour, certains en tirent un bilan satisfaisant. La rentrée vraiment a effectivement eu lieu chez nous. Comme vous l'avez constaté vous-même, les élèves sont dans la cour, les professeurs sont là aussi dans la cour et actuellement, ils sont en train de distribuer les kits prévus. On a eu les cahiers, 10 cahiers, un ensemble, 3 bics rouges, 3 bics bleus. Wallahi, c'est trop bon, wallahi, puisque cette année, on nous a donné beaucoup de cahiers et puis on remercie le bon Dieu. Des kits dans la section lycée et collège a également annoncé le boycott en attendant l'épuisement des 3 jours de son mot d'ordre. Dans cet établissement,
Vraiment, j'ai des camarades durs. Je les ai dit, la section a décidé de lancer un mordre de 112 heures. Mais très malheureusement, vous voyez, on a demandé, le comité exécutif a demandé aux camarades de ne pas prendre les cahiers. Mais ils ont pris. Même la commission d'ordre est au point de venir dans notre établissement même. Ça ne peut pas continuer comme ça. Ainsi, en cette journée de lundi 19 octobre, seuls les établissements privés ont pu rendre véritablement effective cette rentrée nonobstant l'appel de la section lycée-collège qui a demandé un accompagnement de leur part dans l'exécution de ce mot d'ordre. Le public et le privé sont différents, donc on ne peut pas suivre le mot d'ordre de grève, de boycott. En tout cas, ici, Dieu merci, la rentrée s'est bien passée, les élèves sont venus et vraiment le CESPEL Maïso, on compte beaucoup sur la rigueur et la discipline, parce que sans ces deux choses, vraiment, il ne peut pas y avoir de bons résultats. Et c'est pour cela, ce matin, vraiment, au cours de notre entretien avec les élèves, on a eu à leur lire le règlement intérieur, on a eu à leur expliquer point par point, article par article, le règlement intérieur, pour leur dire que vraiment, ici, c'est le sérieux, parce que vraiment, pour qu'une année soit vraiment bonne, pour qu'une année académique soit vraiment une réussite, il faudrait que vraiment, cela se base sur la discipline, la rigueur, la disponibilité, la volonté des élèves. Chez nous, la rentrée a été effective. En tout cas, tous les élèves qui ont été inscrits ont répondu présent, de même que aussi les enseignants. Et on avait juste considéré cette journée comme étant une rentrée solennelle où il y a eu la distribution, la lecture et le commentaire du règlement intérieur à faire les conseils d'usage qu'il faut d'habitude porter à la connaissance des élèves. Et puis dans certaines classes, particulièrement dans les terminales, les professeurs ont déjà jugé utile de commencer les cours. Et maintenant, à tous les niveaux, c'est-à-dire de la seconde jusqu'à la terminale, les cours proprement dit commenceront le mardi 20, Inch'Allah. Il urge donc que le gouvernement prenne toutes les dispositions qui s'imposent afin que cette rentrée soit aussi effective au niveau des établissements publics où la qualité de l'éducation perd de plus en plus ses valeurs d'antan. Et ce sont les scolaires les plus pauvres qui en pâtissent. Déclaration de presse cet après-midi du comité directeur de l'Union des scolaires nigériens réunis en session extraordinaire à l'effet d'examiner la situation socio-académique qui prévaut dans les rangs des scolaires nigériens. Le résumé avec Nasser Seydou et Ousmane Sidikou. La déclaration est celle d'une certaine indignation et c'est celle du comité directeur de l'Union des scolaires nigériens, pour qui la pilule est jusque-là dure à avaler relativement à la récente sortie médiatique du ministre chargé des enseignements supérieurs. Le comité directeur de l'ISN s'indigne du silence complice du président de la République face à la situation catastrophique que connaît l'école nigérienne. Dénonce la politique mensongère du gouvernement de la 7e République en général et celle du ministre en charge de l'éducation quant à la résolution des problèmes des scolaires nigériens. 3. Le comité directeur de l'ISN s'insurge contre la différence des autorités tribales face à la situation de précarité et d'injustice dont sont victimes les scolaires nigériens tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Toutes ces situations sont le fruit de la politique d'un gouvernement maître en dilatoire et en mensonge. Ça qui du coup fait que les étudiants à l'université des Anders, Maradi, Tawa, sont victimes d'injustice dans le paiement de la subvention car ils sont toujours à l'attente depuis plus de 3 mois. Un ministre dont les propos au cours de son show médiatique semblent assez heurter leur sensibilité. Nous nous faisons le devoir de rappeler au copain de Bassira qui est parmi les hommes politiques de ce pays. Il occupe non seulement le premier rang des populistes, mais surtout des individus impopulaires que la République connaisse. Monsieur Ben, dans ta posture inconfortable d'obsession à conserver ton fauteuil actuel, tu dois répondre aux paysans, aux vendeurs de galettes, que tu n'as pourtant ils supportent financièrement ta charge en tant que ministre de notre pays. Si tu trouves scandaleux que seulement 21 milliards de trésor national soient versés dans l'éducation de ces enfants. Il est vrai que le ridicule ne tue pas dans ce pays. Ailleurs, un ministre aussi imprudent, comme les Serben, qu'il soit ne se hasardera à annoncer cette honte publiquement.
Après s'être senti outré et ulcéré, le comité directeur de l'Union des scolaires nigériens, en guise de protestation, lance à partir du mardi 20 septembre au jeudi 22 septembre 2016 un mot d'ordre de suspension de toute activité académique, et ce sur toute l'étendue du territoire national. Le test d'entrée à l'Institut de formation aux techniques de l'information et de la communication IFTIC s'est déroulé ce matin dans l'enceinte du dit institut. Ils sont 144 candidats à faire ce test, toutes filières confondues. Le reportage est de Assama Oseidou et Chebou Guissou. Toutes filières confondues. Ils sont ce matin au total 144 candidats à faire face aux épreuves du texte d'entrée à l'Institut de formation aux techniques de l'information et de la communication IFTIC. Un test sans difficulté majeure aucune et qui a plutôt bien débuté. Ce matin, alhamdoulilah, on est là, on a commencé à 8h et nous sommes en train de tout faire pour finir. On ne veut pas garder les étudiants jusqu'à demain. On est en train de tout faire quand même pour finir aujourd'hui, même si ça va aller jusqu'à 18h. À l'issue de ces premières épreuves, l'optimisme se lisait sur les visages des candidats. Non, ça s'est très bien passé. On nous a donné des rédactions, des dialogues. On a fini de faire le test de voix. Vraiment, je souhaite que les résultats soient vraiment très bons parce que vraiment, si je fais ça, non seulement je veux faire ça pour moi, mais j'ai aussi des petits frères qui sont derrière moi. Il était abordable. On a passé par l'épreuve de français. Il reste les autres épreuves à faire, la voix et l'entretien avec le jury. Nous attendons des résultats abordables. Passer toutes les épreuves une fois admis à tous les niveaux, et ce dans les différentes filières, ils subiront pour la première année le tronc commun. Une visite pour s'enquérir de l'opération de réhabilitation de classe et les réparations engagées par le PGRC-DU sur le tronçon d'Outi Kourdoula. Le compte-rendu de Ali Sissé Ibrahim et Chebou Guissou. Le projet de gestion des risques de catastrophe et de développement urbain PGRC-DU a été mis en place suite aux inondations de 2012 qui ont considérablement endommagé les infrastructures dans les villes et les villages. C'est ainsi que le projet de gestion des risques de catastrophe et de développement urbain s'est lancé dans la réhabilitation des infrastructures scolaires dans la ville de Birningaure et de Dosso. Dans le département de Birningaure, l'école Birni Garçon a bénéficié de la rénovation de 2 classes ou du plafond en passant par les tableaux et la peinture des murs. Tout a été refait. Quant à Dosso, la même opération s'est déroulée au sein de l'école Baba Sibiri 2 où 3 classes ont été rénovées. Elhaj Abdallah Mahamadou, responsable national des infrastructures du projet de gestion des risques de catastrophe et de développement urbain, précise les circonstances ayant provoqué l'opération de réhabilitation des classes à Birningaure et à Dosso. Nous sommes dans un vaste programme de réhabilitation des classes en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale au niveau des régions de Tillabéri et de Dosso. Nous sommes passés à Birni, vous avez vu la réhabilitation de 2 salles classes accompagnées de l'équipement qui suivra. Nous sommes présentement à l'école Sabri de Dosso où nous avons réhabilité 3 salles de classe. Grosso modo, nous avons une enveloppe d'environ 60 millions de francs CFA pour la réhabilitation des classes au niveau de la région de Tillabéri et de Dosso pour le premier lot. Pour leur part, Boubacar Ousseini, directeur de l'école Birni Garçon de Birningaure et Madame Salifou Ramatou, directrice de l'école Baba Sabri 2 de Dosso, expriment leur satisfaction suite à l'opération de réhabilitation faite dans leur établissement. Ces classes-là étaient menacées d'effondrement. Et aujourd'hui, ce projet-là est venu les réhabiliter. Donc nous ne pouvons que le féliciter, le remercier pour cette bonne effort-là. Les remerciements vont auprès de ces partenaires qui ont pensé à notre établissement. Donc c'est vraiment une satisfaction pour moi personnel et pour moi d'avoir des classes qui sont réhabilitées. Plus encore, Monkey Lameyaki Moussa, secrétaire général de la préfecture du Boboy, et Kassoum Tamou, inspecteur d'Osso commune, de féliciter le travail de réhabilitation des classes qui a été réalisé par le PGRC-DU. Je remercie le PGRC et je formule le vœu que ça continue dans les autres écoles parce que ici nous sommes dans l'école centre Birni. Nous avons des écoles dans le département un peu partout qui ont besoin de réhabilitation. Et ce qu'on doit s'en réjouir
parce que c'est une opportunité qui nous est donnée pour créer les conditions afin de mettre nos élèves et nos enseignants dans de meilleures conditions de travail. Le même sentiment de satisfaction s'est aussi affiché de la part de Ila Adamou, directeur des infrastructures et équipements scolaires au ministère de l'enseignement primaire, surtout en cette veille de la rentrée scolaire. Au-delà de la concrétisation de la rénovation des classes, le projet de gestion des risques de catastrophes et de développement urbain se remarque par des travaux qui sont en train d'être effectués sur la route latéritique distante de 39 km qui va de Dogondouchi au village de Kourdoula. Ce qui concerne la région de Dosso, le PGRC2U a prévu la réhabilitation de 5 tronçons routiers. Donc, il y a un au niveau du département de Dosso, c'est l'axe Dosso-Gorieno. Un au niveau du département de Douchi, c'est l'axe Douchi-Kourdoula. Et 3 au niveau du département de Gaïa, pour un coût global d'environ 190 millions de francs CFA. Les travaux sont en cours. Ici, nous sommes sur un radier busé, le radier étant réhabilité. Maintenant, il reste le rechargement pour atteindre la cote requise. Face au travail engagé par le PGRCDU sur le tronçon Douchi-Kourdoula, Idé Adamou, directeur régional du service d'équipement de Dosso, de se prononcer en ces termes. Nous profitons de cette occasion pour remercier le projet PGRCDU. En effet, comme vous voyez, suite aux importantes pluies qui se sont abattues dans la région, nos routes de leur totalité se sont dégradées. Et comme vous avez constaté, tous les points critiques de certains tronçons, comme le directeur vient de le dire, sont en train d'être réparés. Ainsi, d'une façon globale, de l'opération de réfection des classes faite par le PGRCDU dans la ville de Berning, Gaoré et Dosso, ainsi que la réhabilitation de plusieurs ouvrages effectués par l'entreprise Radja Chebou choisie par le PGRCDU en vue de rendre praticable le tronçon Douchi-Kourdoula, toutes ces opérations méritent les félicitations au vu des résultats visibles et palpables obtenus sur le terrain. Le vice-président de la Halcia a animé cet après-midi un point de presse portant sur la mission de contrôle des enseignants contractuels au Niger. Il s'est agi pour ce responsable de la haute autorité de la lutte contre la corruption et les infractions assimilées de rendre public les résultats provisoires des investigations menées dans 5 régions du pays. Le résumé avec Adamou Soumana et Sadoudou. La présente sortie médiatique du responsable en second de la haute autorité de la lutte contre la corruption et les infractions assimilées, entouré pour la circonstance par les membres de la mission de contrôle des enseignants contractuels, vise à porter à la connaissance de l'opinion publique les résultats provisoires de l'investigation menée conjointement par la Halcia, la Gendarmerie nationale et le ministère en charge de l'éducation nationale en fin mai, début juin 2016. Cette mission dont l'objectif est d'identifier physiquement les enseignants contractuels sur leur lieu de travail et de soustraire les éventuels délinquants qui séviraient dans le système, a concerné pour sa première phase les régions d'Agadez, Difa, Dosso, Niamey et Tawa. Les 5 régions que nous avons finalisées, nous avons regardé 32 460 enseignants contractuels. Dans ces 32 460, il y a une catégorie des enseignants que celles-ci, nous les avons trouvées sur le terrain. Physiquement, on les a trouvés et on les a recensés. C'est 29 751 enseignants contractuels que nous avons trouvés sur le terrain, donc dans leur lieu de travail. Il y a une autre catégorie d'enseignants que nous n'avons pas trouvés. Et pourtant, ces enseignants se trouvent être sur la liste que les inspecteurs nous ont fournie. Et jusqu'à preuve du contraire, nous pensons que ce sont des enseignants fictifs. Ils sont au nombre de 1917. L'autre catégorie d'enseignants contractuels, c'est des enseignants qui sont sur le terrain, en train d'enseigner. Mais quand vous regardez sur la liste des inspecteurs, ils ne s'y trouvent pas. Ils sont au nombre de 792. Et une autre catégorie des enseignants que pour le moment nous appelons des doublons. Ils sont au nombre 648.
Le vice-président de la Halcia n'a pas manqué de souligner l'impact financier de ces résultats provisoires à mi-chemin. En tout, l'État perd plus de 2 milliards. Environ 2 milliards 500 millions. Ça, ce chiffre-là, c'est sans compter l'impact que la concentration des enseignants pour une classe, je l'ai rappelé, pour une classe, vous allez trouver 5 à 6 enseignants. Quand vous faites un calcul, c'est aussi un manque à gagner. Vous conviendrez avec moi. C'est de l'argent perdu. Ça, je n'ai pas compté. Je n'ai pas également compté, on n'a pas comptabilisé les volumes horaires qui auraient dû être de 21 heures pour chaque enseignant, parce qu'en ce moment-là, l'État gagnerait en temps, gagnerait en moins de contractuels. Ça, on n'a pas comptabilisé. Et il va falloir qu'on le comptabilise. Donc, quand vous le mettez, c'est plus de 3 milliards que l'État du Niger perd par an. Assurance a été donnée par le vice-président de la Halcia que son institution se donnera les moyens pour situer les responsabilités dans cette affaire afin d'y sévir et de la poursuite de la seconde phase de cette mission qui concernera les régions de Maradi, Tillabéri et Zender. En réponse à la toute dernière déclaration du syndicat autonome des magistrats du Niger, Saman, le ministre de la Justice est sorti de sa réserve pour monter au créneau. Il dit ne pas être d'accord avec leurs allégations. Un extrait. Je suis choqué, outré d'entendre des magistrats du Niger qui connaissent bien la tradition juridique et judiciaire de notre pays, héritière de celle d'une vieille démocratie comme celle de la France, où c'est le Premier ministre même qui préside le Conseil d'État, où beaucoup d'hommes politiques que vous connaissez ont ou travaillé à la Cour de compte, ou présidé la Cour de compte, ou le Conseil d'État, venir dire que c'est le magistrat de l'ordre judiciaire, qui en général est radicalement incompétent pour ce type de contentieux, que c'est lui qui devait diriger ces juridictions. C'est au contraire eux qui sont incompétents pour le faire. Or, ce qu'il aurait fallu dire, en quoi avons-nous violé la loi? La loi dit clairement qu'on nomme un magistrat ou une personnalité. Al-Kash al-Hada, personne ne conteste sa qualité d'homme politique. En rappelant qu'il est par ailleurs un enseignant-chercheur en droit public bien connu pour ses compétences. Sidibé Seydou, qui ne le connaît pas pour ses compétences en matière économique et financière, pour diriger si bien la Cour des comptes. On nous a dit du point de vue juridique qu'il aurait aussi à examiner les comptes le concernant. Alors, il y a des ministres qui l'ont précédé, dont c'est le tour des comptes d'être jugés. Et il faut rappeler que ces personnalités, c'est publiquement et devant vous qu'ils ont prêté serment de dire en toute impartialité et le droit par rapport à leur charge. Ils ont juré devant Dieu et devant les hommes. Vous pensez que quand Al-Kash al-Hada était à la Cour des comptes, combien d'entreprises publiques il a condamné pour mauvaise gestion et qui ont été régulièrement publiées? Il venait du cabinet du président de la République. Non, il faut arrêter, je pense, de faire des combats d'arrière-garde parce qu'on n'est pas content que X ou Y soit quelque part, eh bien, le syndicat. Non, l'indépendance du juge ne veut pas dire que le Conseil supérieur qui est chargé de nommer, dans lequel est représenté les hauts magistrats de ce pays, des magistrats élus par leur père, que c'est les syndicats qui comprennent mieux le droit que le Conseil supérieur, qui est beaucoup plus légitime, beaucoup plus averti que ce syndicat. Il pousse la séparation du pouvoir jusqu'à dire pourquoi devons-nous tenir la session du Conseil supérieur de la magistrature au palais de la présidence. Mais c'est ahurissant. C'est au président qui est chargé d'assurer l'indépendance de la justice. C'est à lui de se déplacer pour aller ailleurs ou à la Cour de cassation. Pourquoi? Parce que la Cour de cassation est supérieure au président de la République. À un moment donné, on l'a fait. D'accord? Et on s'est rendu compte qu'à chaque fois qu'on doit déplacer le président, ça coûte cher au budget de l'État. Pourquoi le ferions-nous? Nous sommes une démocratie. Ils sont libres d'exprimer leur désaccord par rapport à quelque session que ce soit par les moyens qui leur sont propres. Maintenant, ils veulent attaquer quelle décision au niveau de quelle instance
qui va apprécier notre ordre constitutionnel et notre ordre juridique. On les attend et nous réagirons le moment venu. Le club tourbillon de taekwondo de Gabougoura a organisé hier après-midi un tournoi de grandes vacances de la discipline. Une journée marathon pour les combattants des différents clubs participants. Le reportage est de Ousmane Sidikou et Halidou Bourema. Le club tourbillon de Gabougoura a l'honneur, car pour un coup d'essai, ça n'était un coup de maître. La première édition du tournoi des futurs titans. Une journée marathon pour les combattants des différents clubs qui ont tenu à y participer pour davantage rehausser le niveau de ce grand rendez-vous de taekwondo. Reparti en plusieurs catégories, le public attentif a eu droit à des combats les uns plus alléchants que les autres, et ce sous les regards attentifs de leurs maîtres. Une tâche ardue pour les jurys, qui ont eu du mal à départir les combattants. À l'issue, les meilleurs à s'être fait distinguer ont eu à être récompensés. Des témoignages leur ont été décernés, comme quoi la réussite est au bout de l'effort. Coup de chapeau pour le club tourbillon de Gabougoura. Du football, 2 buts hier après-midi sur le terrain de l'université du tournoi du TGV du quartier Harubanda. Le promoteur du dit tournoi qui regroupe 20 équipes du 5e arrondissement et El Haj Adamou dit Sissoko. Le reportage est de Ibrahim Tikire et Sadoudou. 20 équipes du 5e arrondissement de Niamey prennent part à ce TGV dont le coup d'envoi a été donné par le promoteur Alhaj Adamou Di Sisco, un grand passionné du football qui ne ménage ni son temps ni les ressources financières pour l'épanouissement de la jeunesse du 5e arrondissement de Niamey. Ce TGV est organisé ici par M. Alhaji Adamou, donc c'est lui le promoteur de ce TGV. Et ce TGV, c'est 20 équipes qui sont engagées dans ce TGV. Donc presque toutes les équipes du 5e arrondissement. Et ce genre de tournoi est bénéfique pour la jeunesse du 5e arrondissement. Parce que à chaque fois, c'est les équipes du 5e arrondissement qui se retrouvent pour jouer entre elles. Donc c'est vraiment à saluer ce que M. Adamou est en train de faire. Pendant 2 semaines, les jeunes footballeurs du quartier Harubanda vont rivaliser dans le fair play. Au finish de ce TGV parrainé par Alhaji Adamou Di Sisco, le raffermissement des liens de fraternité entre les jeunes de Harubanda. Voilà, mesdames, messieurs, ici s'achève ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.